Bonjour à tous, si vous venez nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. L'actualité en Israël a été dense cette semaine. La séance de rattrapage de toute l'info, celle que vous avez peut-être ratée, c'est maintenant. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur cette semaine israélienne. Cette semaine, cela fera 20 ans qu'Yitzhak Rabin a été assassiné le 4 novembre 1995 sur la place qui porte désormais son nom à Tel Aviv. L'ancien Premier ministre d'Israël tombé sous les balles d'Yigal Amir, un extrémiste qui était notamment opposé aux accords d'Oslo. Plus qu'un tournant politique, cet assassinat est un traumatisme pour tous les Israéliens. Hier soir, ils étaient plusieurs dizaines de milliers rassemblés place Rabin à Tel Aviv pour lui rendre hommage, dont l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Écoutez-le. Il savait pourquoi il aimait Israël et ce qu'il souhaitait qu'il devienne. Il croyait que la démocratie, la liberté et la paix se faisaient par la coopération et non le conflit. Et que c'était l'essentiel pour le futur des jeunes gens qui sont présents dans cette audience et qui n'étaient même pas nés lorsqu'il a donné sa vie pour eux. Lise Barimbaud, Maurice Ifergan, bonjour. Alors, donc, Bill Clinton parle de Rabin, celui qu'il a connu. Est-ce que vous ne pensez pas, Maurice Ifergan, finalement, c'est une image déformée? Pas vraiment déformé, disons qu'il parle du Rabin des années 90, celui qui a eu l'expérience de la première intifada dans les années 87-91, lorsqu'il était ministre de la Défense. Alors, vous vous souvenez qu'Yitzhak Rabin avait lancé une directive, c'était briser les bras et les jambes des manifestants palestiniens. C'était aussi l'échec de la politique de main de fer, et un échec qui l'a conduit à repenser toute sa stratégie, et notamment, surtout après que la Jordanie ait rompu ses relations avec la Cisjordanie et que les États-Unis aient reconnu l'OLP, Yitzhak Rabin a compris qu'il fallait utiliser une autre stratégie, celle du dialogue, effectivement, et de la paix. Et d'ailleurs, l'armée israélienne vient de rendre publiques des images inédites de Rabin, notamment en 67, après la guerre des 6 jours. Regardez. אנו חפצים בשלום. אבל נוכחנו שמי שרוצה באמת בשלום, אין לו ברירה בתנאינו, אלא להיות מוכן להילחם על קיומו ועל השגתו של השלום. Alors, sur ces images prises après la victoire décisive de Tsahal sur 4 armées arabes en 67, Yitzhak Rabin décrit la perception de la stratégie de la défense israélienne, Maurice Ifergan. Exactement, et c'est le vrai Rabin, celui qu'ont connu les Israéliens et celui qui a été porté au pouvoir par les Israéliens, c'est-à-dire le faucon, le monsieur sécuritaire. Alors, c'est le Rabin de 67, celui qui a effectivement brisé 4 armées arabes ennemies, l'Irak, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Alors, il décrit par la suite, dans cette interview inédite, comment il voyait les choses, et notamment le fait qu'il faut de l'intelligence, a-t-il dit, c'est-à-dire du renseignement, et surtout une technologie qui permette d'assurer la suprématie de la force militaire. Il faut aussi de la volonté. Rabin explique qu'il faut que nos jeunes sachent pourquoi ils vont au combat et quelles valeurs ils défendent. Et aussi, il faut, et c'est là le Rabin qu'on connaît, il faut une alliance différente. Rabin était déçu par l'Europe, qu'il pensait être totalement impliqué dans les intérêts du pétrole arabe. Il avait vécu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, donc il ne voulait pas se tourner vers l'Union soviétique. Il restait que les USA, et ça a été le grand architecte de la coopération avec les USA qui pouvait, selon lui, assurer la suprématie d'Israël. Vous pensez que s'il était vivant aujourd'hui, Israël serait différent? Israël est comme ça parce que Rabin a construit cette option stratégique, cette alliance avec les États-Unis qui permet de maintenir la suprématie militaire et la suprématie technologique d'Israël, et de fait, les territoires ont moins de valeur à ses yeux à partir des années 90, notamment la Cisjordanie, le Golan. Vous savez que Rabin était opposé à un accord avec la Syrie qui nécessiterait un retrait du plateau du Golan. Quelques années plus tard, il a compris que la technologie et la capacité et le renseignement pouvaient permettre effectivement
de céder un peu de terrain sur le Golan pour avoir la paix. Que voit-on donc d'autre, Lise, sur ces images à part ça? Alors c'est un clip que Tsahal a donc mis en ligne cette semaine. Il y a 5 extraits dans cette vidéo. On voit notamment Yitzhak Rabin dans sa carrière militaire. On le voit rentrer dans la vieille ville de Jérusalem en 1967 avec le ministre de la Défense de l'époque, Moshe Dayan. On le voit aussi rendre visite à la marine israélienne. Et puis on le voit dans sa carrière politique, notamment rencontrer le roi de Jordanie en 1995. Allez, on va passer tout de suite à un autre sujet, celui des intempéries. Israël a été frappé par la foudre. Cette semaine, les tempêtes se sont enchaînées. Les installations électriques du pays en ont souffert. Au centre d'Israël, plusieurs communes ont été privées d'électricité pendant parfois plusieurs jours. Et malgré l'état d'urgence maximal, eh bien, le syndicat des travailleurs de la compagnie d'électricité a continué de faire grève. À ce moment-là, le reportage de Lise Barenbaum. La pluie n'a pas épargné Israël cette semaine. Le résultat, 200 000 foyers israéliens ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Des centaines d'arbres se sont effondrés et plus de 300 lignes de courant ont disjoncté. C'est le centre d'Israël, plus particulièrement Netanya et Ranana, qui ont été touchés. Mercredi, 70 mm d'eau sont tombés dans les rues de Kfar Saba et de Ranana, 30 mm à Tel Aviv. 15 000 foyers ont été touchés, mais la plupart ont pu retrouver le courant avant la nuit. C'est l'obscurité et on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de clients et ma maison est sans dessus-dessous. Cela fait 4 jours que je n'ai pas d'électricité, donc pas de frigo et je ne peux même pas charger mon téléphone. La police a reçu des centaines d'appels de détresse, idem pour les services d'urgence médicale. Les mairies d'Herzliya et de Ranana ont même recommandé à leurs administrés de rester à la maison après l'inondation et la fermeture de plusieurs routes. J'ai décrété l'état d'urgence et tous les services de secours sont mobilisés pour sauver des vies. Sur le plan national, nous ne sommes pas préparés. C'est l'anarchie complète. Il faut mettre un terme à cela immédiatement. 72 heures sans électricité, c'est le tiers-monde. Les pompiers et les équipes de sauvetage de Netanya ont été mobilisés pour sortir des personnes hors de leur véhicule ou piégées dans des ascenseurs à cause des coupures de courant. C'est de la survie, nous devons improviser. Nous faisons bouillir de l'eau dehors, chez les voisins. Nous gardons l'eau dans des thermos pour pouvoir faire les biberons du bébé et nous ne mangeons que des sandwichs au chocolat. En pleine situation d'urgence, la compagnie d'électricité a annoncé que le syndicat des travailleurs a déclaré ne pas vouloir coopérer. Une grève qui intervient après des mois de conflit entre les dirigeants de la compagnie d'électricité et le syndicat. Les travailleurs ont été appelés à quitter le travail à 17 h, laissant 150 000 foyers sans électricité. Le syndicat a même interdit à ses employés de prêter main forte à d'autres équipes en difficulté dans d'autres villes ou a accepté de modifier leurs horaires de travail. Le syndicat a également sapé les tentatives d'embauche de renforts. En 2 jours, j'ai travaillé 27 heures. Je suis rentré dormir chez moi 4-5 heures et je suis retourné au travail. C'est pareil pour tous les employés. Lors d'une audience à la Knesset, le Parlement israélien, le président du conseil de la compagnie électrique a admis qu'il avait totalement perdu le contrôle sur le syndicat. Le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, a accusé la compagnie d'électricité d'incompétence. Selon lui, la situation est très grave et ne peut pas se répéter à l'avenir. Une enquête va même être ouverte pour déterminer la responsabilité de la compagnie d'électricité dans cette gestion de crise. Cette situation est très grave. Nous allons mener une enquête pour étudier le fonctionnement de la compagnie d'électricité. Depuis plusieurs mois, les travailleurs de la compagnie d'électricité parlent du manque de préparation des installations électriques en cas de graves problèmes climatiques. Les maires de Kfar Saba et de Ranana ont demandé au Premier ministre Binyamin Netanyahou d'engager une enquête sur le fonctionnement de la compagnie d'électricité. Des douzaines de personnes se sont même rassemblées devant les locaux de la compagnie d'électricité à Kfar Saba pour protester contre l'attitude des techniciens. Alors c'était une tempête particulièrement violente. Elise, il y a une ville qui a été touchée beaucoup, c'est Ranana, dans le nord de Tel Aviv. Oui, Ranana qui est donc une banlieue résidentielle. Et à la mairie, on parle déjà de dizaines de milliers de shekels de pertes. Alors les magasins étaient fermés, les cartes de crédit ne passaient plus. Beaucoup de nourriture a été jetée. Le maire de la ville, Zeev Bielski, lui se demande aujourd'hui comment il va obtenir des compensations financières. Il a même parlé de défiance envers le gouvernement de la part de ses administrés. Il faut
faut pas oublier qu'à Tel Aviv aussi, il y a eu des événements assez incroyables, notamment sur la plage, où des centaines de rats ont envahi la plage, se sont enfuis des égouts et ont fini dans la mer à cause des coupures d'électricité. C'est vrai que là, les autorités ont été prises de court, visiblement, Maurice. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que ces employés de la compagnie d'électricité sont en train de se tirer une balle dans le pied ? Écoutez, du point de vue de la compagnie d'électricité, de la direction, oui, effectivement. Du point de vue des employés, non, parce qu'ils estiment que c'est une compagnie d'État gérée par le gouvernement et que le gouvernement, là, n'a pas pris ses responsabilités. Il faut comprendre que depuis plusieurs années, le gouvernement cherche à réformer, à réorienter la compagnie d'électricité pour la rendre plus concurrente et surtout de briser son monopole et d'introduire à l'intérieur du pays d'autres compagnies d'électricité qui vendraient de l'électricité concurrentielle. Alors ça ne plaît pas du tout au comité de l'entreprise, au syndicat de l'entreprise, et il faut savoir qu'ils étaient en grève perlée justement pour contrecarrer ces projets du gouvernement. Maintenant, lorsqu'on a vu le ministre qui dit qu'il va désigner une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé, il faut savoir que le ministre désigne une commission d'enquête pour étudier ce que le gouvernement n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il va lui aussi se tirer une balle en jambe en constatant qu'il y a des problèmes. La compagnie d'électricité, je vous le redis, est une compagnie publique, mais qui fonctionne comme une compagnie commerciale qui doit assurer des bénéfices et de la rentabilité. Or, c'est le gouvernement qui fixe le prix de l'électricité et généralement fixe un prix plus bas pour satisfaire les consommateurs. Bon, en tout cas, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Plus de tempête. Gros plan sur les nouveaux arrivants en Israël. Il y a 4 mois, ils sont arrivés des États-Unis. Ce sont des nouveaux immigrants. Ils arrivent en Israël et déjà, ils vivent une vague de violence. Après quelques mois, quel est leur sentiment sur leur nouveau pays? Comment s'intégrer dans un pays qui traverse des événements qui sont parfois traumatisants? Le reportage tout de suite. C'était il y a 4 mois. Ils étaient plusieurs centaines à émigrer en Israël. Après les mois et l'excitation d'une nouvelle vie, il faut revenir à la réalité. Comment vont ces nouveaux immigrants qui sont arrivés en Israël, dans une Jérusalem sous tension? Il y a 4 mois, Adam se séparait de sa famille à l'aéroport de New York. On le retrouve cette semaine dans un petit appartement de Jérusalem, alors que la pluie recouvre la ville. Quelle atmosphère, c'est un super quartier. Oui, c'est Nachalot. Oui, c'est génial ici. Voilà ma chambre. Comment était ta chambre à Philadelphie? Plus grande. Il ne regrette pas un instant d'avoir quitté le rêve américain et sa maison à Philadelphie. La vie a plus de sens ici. Je suis très heureux d'être venu. Beaucoup d'Israéliens te regardent et se disent que tu as abandonné le rêve américain pour venir ici. C'est aussi un rêve ici, mais un peu différent. Il y a trop de tout aux États-Unis, trop de choses matérielles. Et qui a besoin de ça? On pense qu'on en a besoin et on se convainc qu'on a de plus et de plus. Et c'est sans fin ici, il n'y a pas de ça, c'est différent. Il s'apprête maintenant à découvrir un tout autre univers. Dans 2 mois, je commence l'armée dans une unité combattante. Tu sais ce que c'est les Golani en Israël? Je pense que oui, mais peut-être que non. Qu'en penses-tu? Je sais pas, une unité forte, j'appréhende beaucoup. Ne pars pas là-bas. Et comment conjugue-t-on pour une fille? Leur famille ne voulait pas qu'ils partent, mais Sonia et Daniel ne les ont pas écoutés. Je veux vivre dans un endroit où je pourrais vraiment retourner à mes racines, me sentir chez moi, à la maison. Et toi, qu'en penses-tu? Je voulais rester avec mon mari et je veux qu'il soit heureux. Vous m'avez dit il y a 4 mois que vous veniez pour lui. Je me souviens, oui. Je suis très heureuse d'être ici. Pour moi et pour nous deux. Oui, je suis très heureuse. Vous vivez dans le quartier de Armon Anativ à Jérusalem. Avez-vous entendu parler de Jabal Moukaber? Oui, juste derrière la route. Et ça vous ne fait pas peur? Non, pas vraiment. On savait avant de venir que la situation n'est pas simple en Israël, au plan de la sécurité. Et je pense d'une certaine manière que, je ne dis pas que tout va bien, mais c'est bien qu'on soit arrivé en connaissant déjà le pays. Ils ont été super à l'agence juive. Nathan Sharansky est venu nous parler. Et s'ils doivent choisir quelle a été leur meilleure expérience jusqu'à maintenant, ils répondent sans hésiter le mois des fêtes juives en Israël. C'était incroyable de voir comment le pays entier s'est transformé. Là où j'ai grandi, on n'avait pas du tout ça. On ne sentait pas du tout l'atmosphère des fêtes juives comme ici.
Je vous propose de terminer cette séquence par quelqu'un que vous connaissez aussi bien pour sa voix rocailleuse que pour ses rôles formidables au cinéma. La star hollywoodienne Morgan Freeman s'est rendue en Israël cette semaine et notamment à Jérusalem où l'acteur cherche des réponses aux questionnements religieux et philosophiques. Le reportage tout de suite. Morgan Freeman a posé ses valises en Israël cette semaine. Il s'est rendu à Jérusalem pour trouver des réponses à ces questions religieuses. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le pourquoi. Pourquoi sommes-nous là? Je me rends dans plein d'endroits, je parle avec des théologiens, à des historiens, à des spécialistes de religion, je leur parle, je parle aussi à des croyants, et nous essayons juste de comprendre. Les badauds étaient nombreux à l'observer visiter l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville. Un tournage organisé pour un documentaire qui sera diffusé sur la chaîne nationale géographique sur la foi et la théologie. Freeman a fait étape en Israël après avoir tourné en Égypte, au Guatemala et en Turquie. Dans la capitale israélienne, le septuagénaire, lunettes sur le nez, panama sur la tête et garde du corps à ses côtés, n'a cessé d'explorer. L'acteur américain ne souhaite faire aucun commentaire sur le conflit israélo-arabe, alors qu'il a participé à une vidéo avec d'autres célébrités en soutien à l'accord nucléaire iranien récemment. Une vidéo très critiquée par Israël. Je n'ai de message pour personne. Je ne suis là que pour faire un documentaire, rien d'autre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Lise, Maurice, merci à vous d'avoir été avec moi. Tout de suite, c'est le journal et il est présenté par Elsa Mimoun. Restez là.